Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de CCTV français en direct de Beijing. Nous ouvrons ce journal avec le conflit en mer de Chine méridionale. La Chine a publié une déclaration par la voix de son porte-parole du ministère des Affaires étrangères dans laquelle elle exhorte les États-Unis à respecter ses lois, à ne pas miner la confiance mutuelle et à ne pas menacer la paix et la stabilité régionale. Hua Chunying a fait une déclaration suite à la violation des eaux territoriales chinoises par un navire destroyer de la marine américaine au large des côtes des îles Zhongjian et Xisha. Les navires étrangers doivent normalement obtenir la permission du gouvernement chinois avant de pouvoir pénétrer dans les eaux territoriales chinoises, selon les lois relatives aux territoires maritimes et aux zones contiguës. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères a indiqué que le destroyer américain avait violé les lois chinoises en pénétrant les eaux territoriales chinoises sans autorisation préalable. La porte-parole a par ailleurs rappelé que la Chine avait à plusieurs reprises lancé des alertes vocales aux navires. International à présent, l'ONU a reçu une bonne nouvelle. La principale coalition d'opposition syrienne a décidé de rejoindre les négociations de paix pour la Syrie, actuellement en cours à Genève. Un groupe de l'opposition syrienne déjà à Genève pour les pourparlers de paix de l'ONU a reçu la nouvelle de l'arrivée de la principale coalition d'opposition syrienne, actuellement basée en Arabie Saoudite. Je pense que la présence d'une autre délégation à Genève est très importante et nécessaire. On ne peut pas exprimer son point de vue depuis Riyad, et je ne comprenais pas jusqu'à maintenant pourquoi il n'était pas ici. Le groupe d'opposition en question s'appelle Haut Comité de négociation. Il refusait jusqu'à maintenant de participer aux pourparlers tant que le gouvernement syrien et les forces russes continuaient d'attaquer les positions rebelles. L'envoyé de l'ONU en Syrie dit que le meilleur moyen pour le Haut Comité d'obtenir ce résultat est de participer aux négociations. Nous leur avons suggéré que le meilleur moyen de discuter de la mise en place de ce type d'amélioration était de venir ici. Les groupes d'opposition veulent aussi voir la participation des Kurdes du Parti d'Union démocratique. La résolution du Conseil de sécurité a demandé de faire participer tous les courants de l'opposition syrienne. Et le PYD est un courant très sérieux de l'opposition syrienne. Ankara ne veut pas que les Kurdes participent parce qu'ils sont liés aux groupes indépendantistes qui sévissent en Turquie. L'ONU dit que les Kurdes ne participeront qu'en tant qu'observateurs. L'ONU s'est donné 6 mois pour trouver un accord de paix qui pourrait déboucher sur un gouvernement de transition et des élections. Le premier objectif de tous est l'arrêt des hostilités pour permettre l'arrivée de l'aide humanitaire dans ce pays dévasté par 5 ans de guerre civile. Direction l'Afrique à présent. En Égypte, au moins 6 officiers de sécurité ont été tués et 17 blessés dans 2 attaques séparées dans le nord du désert du Sinaï. Les attaques coïncideraient avec le 5e anniversaire de la révolution de janvier qui a provoqué la chute du président Moubarak. En une semaine, plus de 30 soldats ont été tués et beaucoup d'autres blessés dans des attentats à travers l'Égypte. La plupart des victimes l'ont été dans le nord du Sinaï, où se cachent de nombreux extrémistes. La bataille dure depuis 2 ans et demi. Les experts disent que les victimes auraient pu être beaucoup plus nombreuses si l'armée n'avait pas été aussi bien préparée. Le président Sisi était parmi les premiers généraux d'armée à initier l'entraînement au contre-terrorisme des forces armées égyptiennes. C'est grâce à ces efforts que notre armée a été capable d'être efficace contre les troupes ennemies et en même temps, il a créé, entraîné et préparé des combattants qui sont maintenant des experts du terrorisme non organisé, qui est ce qui vient de se passer dans le Sinaï. Les militaires égyptiens ont souvent rapporté avoir infligé de lourdes pertes aux terroristes. Le président El-Sisi répète souvent qu'il faut des procès très rapides pour limiter ces attaques. Mercredi, le ministre de la Justice a déclaré dans une interview télévisée qu'il ferait en sorte que les procès soient plus rapides. Il a aussi promis vengeance contre les groupes extrémistes. 400 000 d'entre eux ne suffiront pas à remplacer leur honorable martyr. Je jure devant Dieu, mon cœur ne sera pas en paix à moins que chacun d'entre nous soit remplacé par 10 000 d'entre eux, les frères musulmans ou tous ceux qui les aiment ou sympathisent avec eux.
Le ministre de la Justice dit que toutes les peines de mort prononcées contre l'ancien président Mohamed Morsi et d'autres accusés de crimes de masse seront exécutées une fois tous les recours épuisés. La présidente brésilienne Dilma Rousseff a invité toute la population de son pays à participer aux efforts pour éradiquer le moustique qui transmet le virus Zika. Madame Rousseff a aussi déclaré que la pandémie était devenue une menace internationale car c'est une maladie qui est encore très mal connue. Nous sommes en train de perdre le combat contre ce moustique. Aussi longtemps que ces moustiques continuent à se reproduire, chacun d'entre nous perd le combat contre ce moustique. Alors nous devons nous mobiliser pour ne pas perdre cette bataille. Le Brésil va lancer une stratégie à l'échelle nationale dans le but d'éliminer la prolifération de ces moustiques le 13 février. Plus de 200 000 soldats se joindront à l'opération et plusieurs bataillons ont commencé une formation spécialisée. Depuis l'éclosion du virus, plusieurs pays ont émis des mises en garde concernant les voyages au Brésil. Cela soulève aussi des inquiétudes au sujet des Jeux Olympiques à Rio de Janeiro au mois d'août. Mais le Brésil dit que plus de 3000 agents de santé sont actuellement déployés à Rio pour éradiquer les zones de reproduction des moustiques. L'obésité et les problèmes de santé qui y sont liés sont un sujet de plus en plus prégnant dans toute l'Asie. Une tendance qui touche de plein fouet la Malaisie et particulièrement les policiers malaisiens dont le manque d'hygiène de vie pèse sur leur image et leur performance. Les autorités du pays ont réagi et décidé de remettre en forme leurs policiers. Ces 35 policiers espèrent qu'à la fin de ce projet pilote de 6 mois, ils auront retrouvé la ligne. Le ministère de la Santé a aidé à concevoir et à superviser le projet. En tant que corps d'application de la loi, nous devons nous tenir prêts pour exécuter notre tâche. Nous attendons de nos policiers qu'ils soient capables de courir après un criminel, voire d'escalader un grillage, si l'occasion se présente. Environ un policier malaisien sur 10 est obèse, avec toutes les conséquences sur la santé à long terme. Le nombre de jours chômés pour cause de santé augmente et cela présente un problème de productivité, mais aussi un problème pour tout le gouvernement. Au moins 300 policiers sont morts prématurément l'an dernier, reflétant une tendance plus répandue. Une grande étude médicale a démontré que les Malaisiens sont le peuple le plus gros d'Asie du Sud-Est. 45% des hommes et près de la moitié des femmes sont en surpoids ou obèses. Une tendance qui a provoqué une augmentation des maladies du cœur et des diabètes. Les Malaisiens aiment la friture et les boissons à base de lait concentré sucré. Et si on ajoute leur mode de vie très sédentaire, la combinaison devient mortelle. La police royale malaisienne cherche à agir par l'exemple en prévenant les policiers trop gros qu'ils pourraient passer à côté d'une promotion. Une fois que nous aurons retrouvé un cœur sain, nous pourrons mieux faire notre travail, et pas seulement au boulot, mais à la maison aussi, comme des activités avec la famille. Si le programme est un succès, la police malaisienne compte bien l'étendre à l'ensemble du pays. Merci de nous retrouver pour la seconde partie de cette édition. C'est maintenant l'heure de notre rubrique Aujourd'hui la Chine qui est présentée aujourd'hui par Jonathan Messina. Jonathan, bonjour. Bonjour Elsa. Pouvez-vous nous dire ce qui fait la une de l'actualité en Chine? J'imagine qu'il va s'agir de la fête du printemps, évidemment. Exactement, et tout particulièrement de Chunyun, qui est l'expression que les Chinois emploient pour parler des migrations de population à l'occasion du Nouvel An chinois. Les grands départs en vacances de la fête du printemps ont officiellement commencé la semaine dernière. Près de 8 millions de personnes ont déjà pris le train, alors que la période de pointe est prévue la semaine prochaine. Les autorités du chemin de fer ont déployé des centaines de trains supplémentaires pour satisfaire la demande sans cesse croissante. On a pu constater des embouteillages sur les axes routiers dans toute la Chine. Toutes les autoroutes du pays seront rendues gratuites du 7 au 13 février. Le ministère des Transports attend plus de 5,5 millions d'automobiles sur les routes nationales durant les vacances, ce qui correspond à une hausse de 15% par rapport à l'année dernière. À l'approche de la fête du printemps et du pic de transport qui verra des centaines de millions de Chinois rentrer dans leur ville natale,
les départements chargés du trafic mettent en place de nombreuses mesures pour assurer la sécurité des passagers. Nanchang, le capital de la province du Jiangxi, est une plaque tournante du transport dans la région est de la Chine. La gare ferroviaire de Nanchang-Xi s'attend à un flux quotidien de passagers qui pourrait atteindre les 70 000 personnes au cours du pic des transports de cette année. La gare étant située dans la banlieue de la ville, les départements chargés du trafic ont rajouté des bus supplémentaires pour transporter les passagers vers le centre-ville. Pour les passagers qui arrivent de nuit, nous avons ajouté des bus supplémentaires pour venir les chercher toute la nuit, afin de nous assurer qu'ils peuvent rentrer chez eux aussitôt que possible. À Qinzhou, dans la province du Guangxi, dans le sud-ouest de la Chine, la police ferroviaire a été déployée pour s'assurer qu'il n'y ait aucun problème de sécurité sur la ligne de train à haute vitesse. Dans la province du Guizhou, la police de la route contrôle la vitesse sur les autoroutes de Kaili afin de réduire les accidents de la route. Wuzhou se trouve proche de la frontière entre le Guangdong et le Guangxi. C'est une ville de transit pour les travailleurs migrants rentrant chez eux en moto. Le département local de la circulation a mis en place des voies spéciales pour les motos sur les autoroutes nationales avec des stations de service d'urgence, des voies de ralentissement, des signaux lumineux de sécurité et des panneaux d'avertissement le long des voies. La police de la route a également été déployée pour aider les motocyclistes à circuler en toute sécurité lors de la période du pic des transports. Et alors que le pic des voyages pour la fête du printemps va bientôt commencer, à la gare de Wuhan, un groupe de bénévoles internationaux s'affaire déjà. Ils répondent aux questions au bureau des renseignements, aident à transporter les lourds bagages et distribuent de la nourriture dans les trains. Jani Samarakun vient du Sri Lanka. Elle a déjà travaillé plusieurs fois comme bénévole depuis qu'elle étudie un doctorat à Wuhan. Mais c'est la première fois qu'elle est bénévole à la gare de Wuhan pendant le pic des voyages de la fête du printemps, la plus grande migration humaine au monde. Normalement, j'aide les voyageurs chinois à trouver leur porte d'embarquement dans les dents. Quand ils viennent vers nous pour demander comment trouver leur train, je leur indique la direction. Parfois, s'ils ont trop de bagages, on les aide à les transporter. If they have so many stuff, we help them to carry their stuff. Cette année, 15 étudiants internationaux de 12 pays se sont portés volontaires à la gare de Wuhan pendant la fête du printemps. Ils vivent en Chine depuis plusieurs années et parlent très bien chinois. Ils n'ont donc aucun problème à communiquer avec les passagers. Les passagers, ils ne savent pas que je suis une étrangère. Quand je commence à parler, ils me regardent et se disent « Oh, c'est une étrangère ». Parfois, ils sont nerveux. « Oh mon Dieu, est-ce qu'elle parle chinois ?» Parce que je ne parle pas anglais. Mais quand je commence à parler en chinois, ils sont très contents. Chinese, they are also feeling very happy. La Chine a beaucoup de liens avec le monde à présent. Alors je ne suis pas du tout surpris de voir des bénévoles étrangers dans le train. C'est maintenant le 7e pic des voyages de la fête du printemps pour lequel des étudiants internationaux nous aident. Ils travailleront du 24 janvier au 23 février. Certains au bureau des renseignements, d'autres sur les trains. Les trains à grande vitesse rendent les voyages en Chine plus confortables que jamais. Ces bénévoles internationaux seront d'une aide précieuse avec leurs compétences en langue. Cette année, 22 millions d'usagers du train sont attendus à Wuhan pendant le pic des transports de la fête du printemps. 1,29 million de plus que l'année dernière. Les bénévoles sont indispensables pour faire face au nombre toujours grandissant des voyageurs à cette période de l'année. Tandis que se rapproche le gala de la fête chinoise du printemps, les artistes y participants s'entraînent rigoureusement. En plus des vedettes phares et des artistes professionnels, un groupe d'apprenties ballerines américaines devrait éblouir le public par une danse qui combine la beauté des arts orientaux et occidentaux. 49 jeunes et délicates ballerines dansent sur la mélodie d'une ballade chinoise traditionnelle, La fleur de jasmin. Cette troupe de danse intègre au ballet la danse chinoise traditionnelle à l'éventail.
La plupart de ces danseuses viennent de familles chinoises émigrées aux États-Unis, y compris la danseuse principale, Leilani Tien, qui raconte qu'elle a été très enthousiaste lorsqu'elle a appris qu'elle aurait l'opportunité de se produire sur la scène du spectacle du Nouvel An. Nous avons toutes été ébahies parce que vous voyez, nous ne pouvions y croire. Comment, venant de cette école de danse qui se trouve si loin de la Chine et en Amérique, pouvions-nous nous produire sur cette scène immense comme ces gens que nous regardions à la télé? Nous ne pouvions y croire. La mère de Leilani est aussi très excitée, elle qui est si désireuse de permettre à sa fille de connaître davantage la Chine. Alors que la Chine devient encore plus importante dans le monde, comprendre davantage ce pays sera une bonne chose pour le développement de ces jeunes enfants. Quant à la seule fille afro-américaine, Alina, elle attend avec impatience son premier voyage en Chine. Je connaissais le Nouvel An chinois, mais je ne connaissais pas ce grand spectacle. Donc je suis très nerveuse parce que tout le monde en fait un si grand gars. Je suis très nerveuse, mais je suis en même temps vraiment excitée. Et tout le monde a travaillé vraiment très dur et je pense que nous nous en sortirons bien. Pour les Chinoises du groupe nées aux États-Unis, cette opportunité offre une chance d'en apprendre plus sur les traditions chinoises. Je suis juste principalement excitée parce que je sais que c'est une grosse tradition chinoise. Et même moi qui vis en Amérique, très loin du pays natal, je peux toujours le voir chaque année, le gala de la fête du printemps. Et je n'avais jamais pensé qu'une telle opportunité aurait pu se présenter à quelqu'un comme moi. Je suis donc très excitée que quelque chose de spécial se présente à moi. Même si ces filles dansent pendant leur temps extrascolaire, certaines ont remporté des premiers prix lors du Grand Prix d'Amérique de la jeunesse avec cette danse. Et à présent que plus de danseuses sont impliquées dans le projet, davantage d'efforts sont requis. Le public était hors de ce con. Les filles étaient simplement époustouflantes. Il y en aura 49, donc c'est près du double d'étudiantes. Donc c'est la double quantité de travail et d'efforts qu'elles fournissent pour être toutes synchronisées et pour acquérir cette solide technique. Tandis que les filles devraient offrir au public chinois une performance éblouissante, elles vont aussi vivre une expérience unique en célébrant la fête du printemps avec plus d'1 milliard de Chinois. Cinéma maintenant, la voix anglophone qui double le personnage principal de Kung Fu Panda 3, le comédien Jack Black, a tenté de réveiller son chi lors de la production du 3e film de la série. Le légendaire Dustin Hoffman, âgé de 78 ans, a également été encouragé à retourner aux sources. Reportage. Dans le film, le héros, qui est un panda qui s'appelle Po, retrouve son père biologique. Il tombe aussi amoureux de l'insolente Mei Mei, incarnée par Kate Hudson. Mais gagner le cœur de Mei Mei et apprendre à connaître son père ne seront pas ses seuls défis. Il doit lutter contre le taureau infâme Kai, campé par J.K. Simmons, qui a passé les quelques derniers siècles à amasser toute l'énergie chi des maîtres de Kung Fu pour amener son armée surnaturelle dans le monde mortel et défier Po. Pour Dustin Hoffman, qui joue le maître Shifu, Kung Fu Panda 3 est bien plus qu'un simple divertissement. On peut faire un truc qui est simplement divertissant avec des pandas. Mais le chi, comme on tente de l'expliquer aux enfants, c'est la partie la plus centrale de votre être. Et j'en pense que c'est pour moi, à l'âge avancé de 78 ans, une chose que l'on passe une vie entière à tenter de trouver. Pour J.K. Simmons, un autre comédien oscarisé, trouver son chi est important. C'est un voyage, toujours chercher avec l'espoir de trouver votre chi et rester en contact avec cela. Mais ce n'est pas un processus qui se termine. Je pense que vous continuez à cultiver et à apprendre durant toute votre vie. Quand j'étais plus jeune, ma mère s'est beaucoup intéressée à la médecine chinoise et son maître lui avait appris l'importance du qi, comment le maîtriser. Elle a bu plein de boissons à base de champignons et très vinaigrées et de ce genre de choses.
Ce que je comprends du Tsi, c'est qu'il se trouve à l'intérieur et qu'il faut le faire sortir. Et ensuite, il faut qu'il circule à l'intérieur et à l'extérieur. Kung Fu Panda 3 a fait ses débuts en salle vendredi aux États-Unis, mais les critiques sont mitigées. La capitale chinoise, bien que résolument tournée vers la modernité, vit également au rythme de ses traditions. Il existe encore de vieux métiers, quasi inconnus du grand public, mais qui perdurent grâce à la passion de quelques acharnés. Liu Bingtiang est l'un d'entre eux, son emploi, dresseur de pigeons. Clémence Azuelos est partie à sa rencontre pour CCTV Français. L'hiver est déjà bien installé à Beijing, la capitale chinoise. Le soleil est à peine levé que la vie des routons du vieux Beijing s'anime à l'ombre des gratte-ciel. En cette saison, les températures matinales avoisinent les moins 20 degrés, mais cela ne va pas pour autant changer les habitudes de Liu Bingtiang, 68 ans. Ceux-là, là, c'est mes pigeons. Le paysage de Beijing, l'actuelle capitale de la seconde puissance économique mondiale, a considérablement changé au cours de ces dernières années. Des immeubles, voire des gratte-ciel ont par endroits remplacé les hutongs, ces habitations traditionnelles. Mais dans ce ciel qui porte aujourd'hui les marques de la modernité et de la croissance économique, un emblème du vieux Beijing passe l'épreuve du temps, le pigeon. Quand j'étais petit, je nourrissais les pigeons parce que je les aimais bien. Mais en grandissant, j'en ai appris de plus en plus sur eux. Je me suis perfectionné, je les ai entraînés. Aujourd'hui, mes pigeons sont de vrais pigeons de compétition. Je les inscris aux courses de chaque district de Beijing. Ils concourent ensuite à la compétition organisée par les 18 districts de Beijing. Et comme ils remportent également des titres internationaux, certains de mes pigeons sont connus dans le monde entier. Bien plus qu'un passe-temps folklorique des retraités des hutongs, l'élevage de pigeons est une tradition chinoise vieille de plus de 3000 ans. Des recherches archéologiques ont montré que les pigeons étaient déjà considérés comme des animaux domestiques sous la dynastie des Yin. Aujourd'hui, leurs descendants bénéficient d'un traitement digne de sportifs de haut niveau. Je les fais voler chaque jour. Il y a deux types de vols d'entraînement. Le premier est le vol d'orientation et dure entre 40 minutes et 1 heure par jour, où mes pigeons doivent retrouver le chemin de la maison. Le second est une course d'endurance. Les distances varient entre 50 et 150 km. Les compétitions auxquelles mes pigeons participent sont des parcours longs de 350 ou même 550 km. Un bon pigeon peut voler à une vitesse de 80 km/h. La carrière d'un pigeon de course dure en moyenne 3 ans, mais c'est sans compter les intempéries et autres accidents qui peuvent survenir en plein vol. Les pigeons veulent à tout prix rentrer à la maison. Il arrive qu'ils ne terminent pas une course s'ils croisent sur la route un oiseau de proie, un aigle ou un faucon. Il peut faire un détour pour l'éviter et finir tard. Mais il se peut aussi qu'il soit blessé et ne puisse pas rentrer. Pour leur dresseur, chaque pigeon a sa propre personnalité et dans le milieu, l'on dit qu'il est possible de voir le potentiel d'un pigeon dans ses yeux. Pour moi, mes pigeons sont comme mes enfants. Liu Bingtiang, qui tient ses pigeons de son père, compte bien les transmettre à son fils afin que celui-ci puisse faire vivre la tradition. Depuis Beijing, c'était Clémence Azuelos pour CCTV Français. Et c'est sur ce joli reportage que se termine cette seconde partie de journal. Retour avec Elsa Surian. Merci infiniment Jonathan pour toutes ces informations relatives à l'actualité chinoise. Et l'heure est venue de nous quitter, mais c'est pour mieux nous retrouver dans 1h30 en tandem. Excellente suite de programme sur CCTV Français.